bonjour à tous sur déconstruire l'euro. Alors comme il y a un jeu ici qui est de savoir qui gagne ou qui emporte la conviction, je propose qu'on vote dès le début, on vote au début puis on vote à la fin. Comme ça on saura si Jean Pisani-Ferry de Christian de Saint-Étienne a gagné entre guillemets. C'est juste un jeu. Et ça ne doit pas prendre longtemps. Donc, a priori, vous venez ici avec une idée sur l'euro, j'imagine. Ceux qui n'ont pas d'idée ne lèveront pas leur carton. Ceux qui ont une idée, voilà. À votre avis, faut-il déconstruire l'euro? Déconstruire l'euro, c'est noir. Hein, donc, l'euro, comme ça, c'est noir. Mais ouais, ça peut noir vers nous, c'est oui, oui. Bon, en gros, c'est blanc quand même. Alors le blanc l'apporte, mais enfin il y a une forte minorité de noirs. Merci beaucoup. On essaiera de refaire l'interrogation. Je suis très étonné qu'il y ait tant de noirs, mais bon, voilà, c'est ça le jeu. Quand je dis très étonné, puisque je pense que Jean Pisani-Ferry me rectifiera, mais il y a quand même une majorité de Français plus large que vous qui est pour la conservation de l'euro, me semble-t-il. Plutôt plus de 2 tiers. N'est-ce pas? Oui, mais en même temps, il pense que c'était une mauvaise idée. De déconstruire ou de... Non, le sondage dit les 2 tiers des Français pensent que l'euro était une mauvaise idée, les 2 tiers des Français pensent qu'il faut le conserver. Bon. Alors voilà le débat. Donc je vous présente... Ça n'a pas l'air cohérent, effectivement, mais c'est le résultat des sondages. Je vous présente donc les deux intervenants, Christian Saint-Étienne à ma droite, qui est professeur d'économie, professeur maintenant au CNAM, qui est non pas sceptique sur l'euro, mais qui a une vision précise, négative, un peu subtile, mais négative, disons, crainte, peur pour l'euro, si on continue comme ça, et Jean Pisani-Ferry, qui est lui aussi avec une vision subtile. Vous voyez que les choses ne sont pas simples, hein, avec une vision subtile, mais qui est quand même plus favorable à la monnaie unique, qui le dira. Donc voilà, je vais leur donner à chacun un peu la parole pour qu'ils expliquent la thèse sur le fond. On va commencer par Christian, et puis on donnera la chance à Jean. Christian, tu as 7-8 minutes, pas plus. Donc jusqu'à 15, en gros, parce qu'il est 7. Bien, donc d'une certaine façon, le sondage et puis les résultats de l'interrogation des Français qui a été rappelé par Jean montrent bien la complexité de l'opération. Alors, pour faire simple, l'euro est un succès technique et un échec stratégique. C'est un succès technique puisqu'il existe, il est dans nos poches. Il représente en gros 20% dans la place monétaire, sur la place monétaire mondiale, c'est à peu près 60% pour le dollar et 20% pour l'euro, selon les indicateurs qu'on prend. Donc c'est un succès technique, il existe. Aujourd'hui, on peut considérer que d'une certaine façon, 80 à 85% de l'économie mondiale se rattache soit à la zone dollar au sens large, soit à la zone euro au sens large. Pour la zone dollar, on comprend bien la signification, c'est tous les pays qui se rattachent au dollar. Pour la zone euro, il y a une ambiguïté, puisqu'il y a des pays qui sont à l'intérieur de la zone euro, donc 19 pays à l'intérieur de la zone euro, mais là, on pourrait l'appeler la zone euro stricto sensu, mais il existe une zone euro au sens large, largo sensu, qui comprend tous les pays dont la monnaie se rattache à l'euro, par exemple la couronne suédoise, qui varie en fonction de l'évolution de l'euro. Bien. Donc 4/5 de la planète est soit dans la zone dollar au sens large, soit dans la zone euro au sens large. Quand la Chine a un objectif de change qui était jusqu'à récemment essentiellement par rapport au dollar, et puis maintenant par rapport à un panier qui inclut le dollar et l'euro, la Chine, mais avec le dollar qui est majoritaire, la Chine fait partie de la zone dollar. Bien, donc l'euro-dollar est la parité stratégique mondiale, donc centrale mondiale. Donc l'euro existe, l'euro est dans nos poches, l'euro est un succès technique. Pourquoi c'est un échec stratégique? Parce que si on a créé l'euro, c'était certainement pas pour que la zone euro devienne une zone de non-croissance.
Quand vous prenez, alors c'est un autre sujet intéressant, on ne va pas le développer en 7 minutes, mais la crise financière de 2008, c'est le ministre allemand des Finances qui le dit à la fin septembre 2008, donc il s'est déjà passé 2 semaines après la fermeture de Lehman Brothers, et il dit, donc c'est le ministre des Finances allemand, c'est donc le ministre des Finances du pays le plus important de l'Europe, on suppose qu'il est bien informé, et il dit, 2 semaines après Lehman, la crise est financière et américaine, nous sommes industriels et européens, nous ne serons pas touchés. Hein. Donc il pense surtout à l'Allemagne en disant nous sommes industriels et européens, mais il dit nous ne serons pas touchés. De fait, quand on regarde les statistiques de croissance, sur la période 2008-2014, eh bien, la zone euro retrouve à peine à fin 2014 son PIB de la fin 2007. C'est donc la crise économique la plus 7 années successives de stagnation en moyenne. Et donc, c'est la crise économique la plus violente que l'Europe de l'Ouest ait connue en temps de paix depuis la première révolution industrielle. Donc, alors que les États-Unis, après la crise, après le recul du PIB de 2009, sont revenus sur leur tendance de croissance de 2%, 2,5%. Donc la crise était bien financière et américaine, mais c'est l'Europe qui a payé le prix. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, la crise financière de 2007-2008 a fait apparaître les failles dans la construction de l'euro. Alors on va venir au sujet central. En fait, ce qui explique le paradoxe de ce qu'évoquait Jean, les Français ne connaissent pas les aspects techniques, mais ils le pressentent. Il ne fallait pas faire l'euro dans les conditions où on l'a fait, mais maintenant qu'il existe, ça coûterait très cher d'en sortir. Donc c'est pour ça qu'on a 2/3 de gens qui pensent qu'il ne fallait pas le faire comme on l'a fait, mais qu'il y en a 2/3 qui pensent qu'il faut le garder parce que ça coûterait très cher d'en sortir. Donc pourquoi on ne l'a pas fait comme il fallait? La monnaie, c'est quelque chose d'assez récent. Puisque vous êtes étudiant, en quelques secondes, dans les minutes qui me restent, les premières manifestations de la monnaie sont assez récentes. C'est à peu près 3000 ans avant notre ère. Mais la monnaie, avec les 3 caractéristiques qu'on connaît de la monnaie, c'est-à-dire unité de compte, moyen de paiement et réserve de valeur, elle existe vraiment depuis le 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc en gros, la monnaie, ça a 3000 ans. Et sur 3000 ans d'histoire monétaire, il n'y a pas d'exemple de divorce durable entre souveraineté monétaire et souveraineté politique. Une monnaie, c'est toujours un souverain politique. Et donc ce qui manque à l'euro, c'est qu'il n'y a pas de souverain politique derrière. C'est un collectif d'États, mais ce n'est pas un souverain politique. Quand la crise est arrivée en 2008-2009, on avait beaucoup de chance puisque Jacques Delors, qui a joué un rôle clé dans la création de l'euro, était toujours vivant. On l'interroge donc en 2010, 2011, 2012 et on lui dit mais fallait-il faire l'euro comme on l'a fait? Ne fallait-il pas faire un souverain politique derrière l'euro? Il dit ben oui, on l'a bien imaginé, mais dans un rapport qu'il écrit en 87 avec 4 autres personnes, il dit bien que dans l'idéal, il faudrait faire un souverain politique, mais il n'y a pas d'accord politique en Europe pour le faire. Donc il dit on crée l'euro sans souverain politique. Et donc le journaliste qui l'interroge lui dit mais dans ce cas-là, pourquoi vous prenez ce pari fou? Et il dit parce qu'on était convaincu que le souverain politique arriverait derrière immédiatement dans les 2 ou 3 années. Et question suivante, mais le souverain politique n'étant pas apparu et n'ayant très peu de chance aujourd'hui d'apparaître, comment voyez-vous la sortie de cette contradiction? Et donc, Delors dit, effectivement, si on n'arrive pas à créer un souverain politique, on aura des problèmes. Donc, on a créé une monnaie sans souverain politique. Alors, faut-il aller vers des États-Unis d'Europe? Non, mais moi je suis fédéraliste européen, mais politiquement aujourd'hui c'est inimaginable. En revanche, et c'est le premier élément de ma conclusion, pour que l'euro devienne durable, il faut 3 éléments décisifs de la souveraineté politique.
qu'il faut mettre en place le plus rapidement possible. Il faut un gouvernement économique qui ne doit pas se confondre avec la gouvernance économique, c'est une subtilité. Le gouvernement économique, c'est, comme le savent les économistes, l'optimisation du policy mix, c'est-à-dire l'optimisation de l'utilisation des trois instruments de la politique macroéconomique que sont la politique monétaire, la politique budgétaire et la politique de change. Donc ça, c'est le gouvernement économique. À la place du gouvernement économique, on a une gouvernance économique qui a été mise en place à la demande des Allemands entre 2010 et 2014. Et la gouvernance économique, c'est un ensemble de règles qui limite l'utilisation de la seule politique budgétaire. Donc il faut passer d'une gouvernance à un gouvernement économique. Deuxièmement, on sait que quand on crée une zone monétaire, ça conduit à une spécialisation des territoires qui constituent cette zone monétaire. Et pour éviter les décalages de niveau de vie, il faut un budget de la zone qui n'a rien à voir avec le budget de l'Union européenne. Il faudrait un budget de la zone euro de 2 à 3 points de PIB qui pourrait concerner essentiellement les dépenses d'infrastructures physiques et numériques, et puis par exemple la constitution d'un réseau d'une vingtaine de grandes universités de la zone de taille mondiale, mais qui seraient donc des universités des pays de la zone euro. Voilà, il faut donc un gouvernement économique, un budget, et il faut un minimum de coordination fiscale et sociale. Pour comprendre ce sujet complexe, il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, l'essentiel du système fiscal et social américain est fédéral. Les principaux impôts sont fédéraux, les principaux systèmes sociaux sont fédéraux. Donc, dans le cas de la zone euro, si on n'est pas capable de mettre en place un système quasi fédéral avec un gouvernement économique, un budget de la zone et un minimum de coordination fiscale et sociale, on va continuer dans la situation qui est la nôtre, qui est un semi-échec. C'est pour ça que je pense qu'il y avait un certain nombre d'entre vous qui ont perçu que succès technique sur le plan monétaire, c'est un échec économique et politique. Pourquoi? Parce que nous n'en avons pas les bénéfices au plan mondial. La zone euro, ni l'Union européenne ne pèsent dans les grands débats stratégiques mondiaux. Et par ailleurs, si l'euro a continué d'exister techniquement, ça s'est fait à un prix, à un coût économique et social insupportable, puisque le niveau de vie relatif des pays du Sud, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, a baissé de 10% au cours des 5 dernières années par rapport au Nord. Voilà, donc je conclus par ce par quoi j'ai commencé. C'est un succès technique, mais un échec stratégique et économique, puisqu'on n'a pas créé l'euro pour que les écarts de niveau de vie s'accroissent, mais se rétrécissent. Et donc, on va certainement l'aborder dans la discussion, il va falloir réformer les institutions de la zone euro pour qu'on ait le bénéfice de l'euro. Merci Christian, tu as juste un peu dépassé. Évidemment, quand il parle de souverain politique, il ne s'agit pas de rappeler Charlemagne, mais c'est encore que peut-être, ce serait une bonne idée. Voilà, ou de son successeur. Parole à la défense. Si je puis dire. Sur Voice. Voilà, pardon. Merci. J'imagine que l'immense majorité d'entre vous n'ont jamais compté qu'en euros. Et donc, de dire déconstruire, ça doit être, pour des gens comme nous, c'est revenir à un monde qu'on a connu. Pour ceux qui sont dans la salle, c'est basculer dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir cette perspective. Ça montre que ça fait déjà longtemps. Et en même temps, ça montre que malgré cette durée, les interrogations sont là. Alors, je voudrais commencer par un peu d'histoire pour demander pourquoi on l'a fait. Je crois qu'on l'a fait pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un projet français, il faut le rappeler. Ce n'est pas les Allemands qui l'ont voulu, c'est les Français. Et les Français l'ont voulu parce que dans les années 80, l'Allemagne dominait monétairement l'Europe. C'était la Banque centrale allemande qui prenait les décisions et la Banque de France suivait avec un délai de l'ordre de quelques fractions de minutes ou quelques minutes. On voulait avoir des changes fixes, on voulait qu'il n'y ait pas de fluctuations monétaires, on avait peur des fluctuations monétaires parce qu'on pensait que c'était
quelque chose qui crée des distorsions de concurrence, qui crée de l'instabilité. Et en même temps, dans la compétition, la Banque centrale allemande, la Bundesbank, avait gagné parce qu'elle avait gagné la bataille contre l'inflation, et donc c'était elle qui était l'encre du système. Et donc les Français ont dit, nous on veut un siège au Conseil de la Bundesbank. On veut pouvoir voter sur cette politique, on ne veut pas simplement la suivre, on veut pouvoir participer à cette détermination. Et donc on veut avoir une monnaie commune. Et ça aujourd'hui, on l'a. Regardez ce qui s'est passé ces derniers jours en Allemagne, la fureur qui s'est déclenchée contre la Banque centrale européenne, parce qu'on considère, l'épargnant allemand, les conservateurs allemands considèrent qu'elle mène une politique trop laxiste. Hier, pour la première fois, la moyenne des taux d'intérêt auxquels emprunte l'État allemand est tombée à 0. 0,0. Et tous les épargnants sont furieux en disant ça veut dire que notre épargne n'est pas rémunérée, ça veut dire qu'on nous spolie. Et on nous spolie parce que, on ne peut pas dire que ce soit faux, mais simplement la Banque centrale européenne, elle est en charge de l'ensemble de la zone euro, elle essaie de réveiller la croissance, elle essaie de faire qu'il y ait plus d'inflation parce qu'on est dangereusement bas en termes d'inflation. Donc d'une certaine manière, on a, de ce point de vue-là, on a atteint l'objectif, hein, on a une monnaie qui est gérée par une institution commune dans laquelle chacun pèse de son poids, de l'autorité intellectuelle, morale de celui qui s'exprime, et ce n'est pas un pays qui détermine. La deuxième raison, c'est qu'on voulait créer de la prospérité. Et ça, je suis d'accord avec Christian Saint-Etienne, on n'a pas créé de la prospérité. Du moins, on a créé une prospérité qui était en partie artificielle dans la première décennie de l'euro, et puis on a mal géré la crise financière, les répercussions de la crise financière sur l'Europe, la réponse de politique économique, et nous nous sommes retrouvés aujourd'hui avec un PIB par tête qui est encore plus bas dans la zone euro qu'il n'était en 2007. C'est-à-dire que sur 9 ans, le revenu par tête n'a pas progressé. Et ça, c'est la première fois depuis très longtemps, c'est la première fois depuis les années 40. Ça s'appelle une décennie perdue. On croyait que c'était réservé aux pays latino-américains, et ça nous arrive aussi. Alors, ce n'est pas l'euro qui est évidemment responsable de cette mauvaise performance économique. Il y a eu le choc de la crise financière, qui ne venait pas du tout de l'euro. Il y a l'affaiblissement de nos capacités, de notre productivité. Il y a un certain nombre de facteurs structurels, mais il y a eu aussi une mauvaise gestion de cette crise financière, une gestion moins bonne qu'aux États-Unis, une gestion moins bonne que dans un certain nombre d'autres pays européens, et qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec cette mauvaise performance, et ça justifie de ne pas être content, effectivement, de la manière dont on a géré ce choc. La troisième raison, c'était qu'on voulait créer de l'identité, ou si on veut dire de la souveraineté, c'est un peu la même chose. On attendait de la monnaie beaucoup de choses. Et on attendait trop de choses de la monnaie. C'est-à-dire qu'on attendait que la monnaie, finalement, crée un sens de la communauté entre les pays participants, entre les peuples des pays participants. On se disait, le fait de partager la même monnaie, ça va être le symbole du fait qu'on partage le même destin, et du coup, ça va entraîner un certain nombre de transformations. Ça va faire, c'est peut-être ce que pensait Jacques Delors, ça va faire que ça va être plus facile ensuite de créer du commun, des institutions communes, d'une démocratie qui fonctionne à l'échelle européenne, d'un ensemble de décisions qu'on partage, parce que la monnaie, c'est précisément parce qu'il y avait dans l'histoire cette identité entre le souverain et la monnaie, et dans ce qu'on s'est dit, la monnaie, ça va créer du souverain. Et la monnaie ne l'a pas créée, ça a été une commodité. Ça a bien marché, je rejoins le succès technique, c'est-à-dire que ça s'est très bien passé quand on a introduit l'euro, ça a été adopté. Bon, il y a eu un peu de difficultés d'ajustement dans une partie de la population plus âgée, ou moins, mais finalement ça s'est passé. Dans l'ensemble, ça a été adopté, mais ça n'a pas créé cette communauté de destin, sauf à travers la crise.
paradoxe, c'est que c'est à travers la crise que s'est créé le fait qu'il y avait de fait une solidarité entre les pays de la zone euro. C'est-à-dire que quand la Grèce a été en crise, ça a été une crise de l'ensemble de la zone euro, ça n'a pas été une crise de la Grèce. Même chose pour le Portugal, même chose pour l'Irlande. Donc ça a forcé des réponses. Et ces réponses, elles ne sont pas venues du sentiment d'une identité qui s'était créée autour de la monnaie, elles sont venues du fait que lorsque des chefs d'État se sont trouvés au bord du précipice, et ils se sont trouvés au bord du précipice parce que la zone euro était menacée d'éclatement, et à ce moment-là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est trop dangereux, c'est trop grave, c'est trop coûteux pour nous de laisser faire cet éclatement, alors on va prendre des mesures pour y répondre. Mais ils n'ont pris les mesures qu'au bord du précipice. Et cette gestion au bord du précipice, c'est aussi ce qui a fait qu'on a mal répondu à la crise, c'est-à-dire qu'on a toujours attendu plus tard. C'est ce que Angela Merkel avait appelé le ultima ratio, hein, en latin. C'est uniquement en dernière instance, c'est uniquement quand on ne peut rien faire d'autre qu'on va prendre des mesures qui vont renforcer la zone euro. Donc c'est cette gestion aussi qui a été mauvaise. Donc on a créé paradoxalement de l'identité à travers la crise. On ne l'a pas créé a priori. Hein, on n'a pas créé par le fait simplement qu'on partageait la monnaie. Et puis, dernière chose, on voulait exister dans le monde. Et ça, c'était un projet très français. Hein, les petits pays, finalement, ça leur importait moins. Les Français, pour eux, c'était important. Et je pense qu'ils avaient une vision qui, au fond, est juste, qui était de dire, dans le monde, il y a très très peu de pays, il y a très très peu d'entités qui peuvent offrir une monnaie internationale. Il y a le dollar, il y a aujourd'hui l'euro, il y a des monnaies qui jouent des rôles secondaires, le livre sterling, le yen japonais, et puis demain il y aura le renminbi chinois, mais la Chine est encore très loin d'offrir une monnaie internationale. Et au fond, l'Europe, pour exister dans le monde, elle peut offrir ça, elle peut offrir une monnaie, parce qu'une monnaie, ça suppose beaucoup de choses. Ça suppose un état de droit, ça suppose un système de règles qui fonctionne, ça suppose un marché financier développé, ça suppose de la stabilité macroéconomique. Et au fond, c'est ce que l'Europe peut offrir. Et en offrant ça, elle gagne une place dans l'économie mondiale qu'autrement elle n'aurait pas. Qu'elle n'aurait pas par simplement son poids économique ou son poids industriel. En revanche, elle peut offrir ça parce que c'est l'expression de sa sophistication dans le monde d'aujourd'hui. Et ça, effectivement, c'est un investissement très lourd d'une certaine manière, hein, puisque ça veut dire qu'on construit pour créer cette institution et créer cette capacité d'exister dans le monde et du coup d'exister dans un certain nombre de débats internationaux. On a fait cet investissement, ça a marché, les chiffres que rappelait Christian l'indiquent. Ce n'est pas immédiatement porteur de bénéfices, même si je crois que c'est important de continuer à faire partie d'un certain nombre de débats internationaux. Voilà, alors ça c'est ce qui a... c'est la raison pour laquelle on l'a fait. J'ai encore combien de temps? Ouais, J'ai encore 2 minutes. Ouais. 2 minutes. Bon, alors, ce qui ne marche pas, je pense qu'on est d'accord, c'est une monnaie... On peut appeler une monnaie orpheline, c'est-à-dire une monnaie qui n'a pas créé suffisamment ce qu'on attendait d'elle. C'est le fait que, et je pense qu'il faut qu'on prenne nos propres responsabilités. Français, on a porté ce projet, on a fait l'euro, et après on a dit, bon, ben, ça y est, c'est fait. Hein, les premiers ministres ont dit, ben, on va donner ça aux banques centrales, les banques centrales vont gérer ça, mais ça ne change absolument rien à la politique qu'on va conduire en France. Et ça, c'était une erreur. Une monnaie commune, ça emporte un certain nombre de conséquences. On ne peut pas faire monnaie commune avec des économies séparées. Hein, c'est incohérent. Et on a un peu eu cette tentation. Et puis on a des divergences sur les politiques économiques, on a des divergences sur la manière de gérer, de répondre à l'économie. On a des divergences par exemple avec l'Allemagne. Et puis on a des questions sur la capacité de décision, ce qu'on appelle la gouvernance dans le jargon européen, qui est est-ce qu'on a des institutions qui sont capables de prendre des décisions? Au fond, on a construit quelque chose pour les temps calmes, mais on n'avait pas construit quelque chose qui était capable d'affronter les tempêtes. Et quelque chose qui est capable d'affronter les tempêtes, c'est quelque chose dans lequel il y a une capacité de décision, parce qu'il y a des moments où il faut pouvoir répondre à des choses inattendues, à des événements inattendus, à des chocs, et pas simplement dire voilà les règles et comment on les applique. Et donc ces différents points
sont les chantiers. Si on n'arrive pas à répondre à ça, répondre, ça veut dire un investissement, ça veut dire accepter de faire des compromis, ça veut dire accepter, bien sûr, qu'on n'est pas d'accord toujours, a priori, sur l'ensemble des solutions. Donc il faut accepter des compromis, et notamment, il faut accepter des compromis français et allemands. Il faut accepter, nous, de reconnaître nos propres contradictions. Contradictions françaises, par exemple, nous disons toujours qu'il faut coordonner les politiques. Vous demandez tous les ministres français, les premiers ministres et les présidents, depuis les années 80, disent « nous voulons coordonner les politiques économiques ». Et ensuite, quand on nous demande de changer notre propre politique économique, tout aussi généralement, on répond « ben non, c'est notre politique économique, c'est nous qui en avons décidé, on ne va pas la changer ». Ça, c'est une contradiction. Vous ne pouvez pas dire qu'il faut coordonner et qu'on ne changera jamais sa politique économique. Soit on accepte qu'il y a un dialogue et que le dialogue il va dans les deux sens et que chacun est amené de prendre des orientations qui ne sont pas exactement celles qu'il prendrait en l'absence de coordination, soit il n'y en a pas. Donc balayer devant notre porte, c'est important. Et sur cette base, il y a un certain nombre de compromis qu'on peut construire et sur lesquels je pense qu'on reviendra. Maintenant, dernier point, puisque c'était quand même la question, est-ce qu'on peut déconstruire? Ben, il y a eu, depuis le 19e siècle, il y a eu 67 unions monétaires qui se sont dissoutes. Donc c'est possible. Hein, rien n'est jamais irréversible. En Amérique latine. Partout en Europe. En Europe, il y en a eu beaucoup. Hein. Ben, il y en a eu récemment avec la zone rouble, avec l'Union tchéco-slovaque, etc. Donc il y a eu... comment? Le bloc or, il y a eu l'Union latine, enfin il y a eu une série de dissolutions. Bon. Il ne faut pas se cacher que ça... c'est pas une opération anodine. Donc, bon, on y va y revenir. C'est pas une opération anodine. C'est-à-dire que le fait de dire on va dissoudre l'euro et on va dévaluer la monnaie de 7,65%, ce qui est un peu ce que certains nous disent, hein, c'est très facile, je pense que c'est une illusion complète. C'est-à-dire que ça, c'est une bifurcation profonde, c'est un coût fixe très élevé, donc on peut discuter les conditions, les coûts et bénéfices des deux côtés, mais il ne faut pas se raconter d'histoire, et il ne faut surtout pas raconter d'histoire. Merci. Alors, évidemment, plein de questions, mais la première, l'expression est jolie, monnaie orpheline, mais la première, c'est est-ce que ça a été vraiment une surprise? Pourquoi l'union politique n'est pas venue derrière comme Delors le pensait? Je me souviens, moi j'étais au Monde à ce moment-là, imaginez-vous que le lendemain de Maastricht, à Maastricht, c'était là que ça devait se décider, c'est-à-dire qu'on devait accepter l'union économique, c'était prévu, mais on devait engager l'union politique quand même. Et c'est là que cette union politique ne s'est même pas engagée, à Maastricht même, pendant la réunion. Et le lendemain, retrouvez-le, le lendemain, le Monde titre « Échec Maastricht ». C'est drôle. Mais, alors qu'on venait de créer l'union monétaire. Bon, ce qui était un mauvais titre, hein, parce qu'on aurait dû titrer quand même réussite sur le CRES, sur l'euro. Enfin bon, ça signifiait quand même que dans les esprits, à ce moment-là, l'union politique vraiment devait venir. Quoi. Vraiment. Alors pourquoi elle n'est pas venue? Parce que Mitterrand a fait alliance avec les Allemands sur la monnaie et alliance avec les Anglais pour bloquer l'union politique. Oui, donc à cause des hommes politiques. Lui, puis Chirac derrière, puis oui. Tous les autres, puis Schröder même, etc. Puisque les Allemands avaient une logique fédérale. À l'époque, les Allemands poussaient pour dire il faut faire une intégration de type fédéral et donc construire ce qu'on appelait une union politique, c'est-à-dire une architecture institutionnelle de type fédéral. Et la France a fait alliance avec la Grande-Bretagne pour bloquer ça. Bon. Donc les responsables ne sont pas l'euro, si je puis dire, mais la politique, ou la classe politique des difficultés. Est-ce que vous accepteriez tous les deux de dire ça? Toi, Christian? Oui, c'est ce que j'ai voulu dire. Je pense qu'il faut éteindre vos... Non, vas-y, ça doit marcher. Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un succès technique. Donc, de ce point de vue-là, c'est effectivement pas l'euro lui-même en tant que monnaie qui est responsable. C'est simplement, quand il y a des crises monétaires et financières et politiques internationales, vous écoutez la radio et on vous dit les marchés financiers ont rebasculé vers les États-Unis et le dollar remonte.
qu'est-ce que les gens achètent dans une crise politique internationale quand ils achètent le dollar? Est-ce qu'ils achètent les déficits américains? Est-ce qu'ils achètent les divisions politiques extrêmement violentes entre républicains et démocrates? Non, en réalité, ils achètent le pouvoir politique américain, et ils achètent l'armée américaine. Donc une monnaie, c'est un pouvoir politique et c'est une armée, c'est une puissance militaire. Donc quand vous avez une monnaie qui est nue, hein, Jean disait qu'elle est orpheline de la création d'un souverain politique que j'évoquais tout à l'heure, mais on pourrait aussi dire qu'elle est nue. Elle est nue dans la mesure où elle n'a pas le support politique qui lui donnerait sa capacité d'action stratégique. Donc, mais la faute à qui? La faute est aux politiques, mais je pense qu'en réalité, et ça m'amène à peut-être ce que je développerai, si je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, c'est un succès technique, un échec stratégique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, si on est d'accord sur le fait que vous ne pouvez pas avoir une monnaie sans souverain politique, si dans le même temps on est réaliste et on sait que, surtout dans une période de défiance vis-à-vis de l'Europe, on ne va pas créer des États-Unis d'Europe aujourd'hui. D'abord, la première remarque qu'on peut faire dans ce contexte, c'est que moi, personnellement, je souhaite la sortie du Royaume-Uni, donc je prie pour que le Brexit passe, parce que c'est la seule façon d'aller vers... il faut une crise, je pense, politique très forte dans la situation où nous sommes, pour pouvoir mettre en place les éléments politiques d'un euro stratégique. En fait, il faut passer d'un euro technique à un euro stratégique, et l'euro stratégique suppose qu'on lui donne des éléments de souveraineté politique. Alors, même si on a le Brexit, on ne peut pas rêver de l'émergence des États-Unis d'Europe, mais il faut au moins à ce moment-là se dire, ben oui, il faut un minimum de coordination budgétaire et avec une création d'un budget européen. On ne peut pas avoir simultanément l'interdiction des déficits au niveau des États et l'inexistence d'un budget européen. C'est un peu, comme c'est très complexe, faisons le parallèle avec les États-Unis. Je pense, Jean me corrigera si je me trompe, je crois qu'il y a 49 des 50 États américains qui ont une interdiction de déficit public, mais c'est compensé par le fait que l'État fédéral peut avoir un déficit, et même un déficit énorme quand il y a une crise. Donc nous allons, par la gouvernance budgétaire que les Allemands ont imposée, vers l'interdiction des déficits au niveau des États constitutifs de la zone euro. Donc il faudrait une structure fédérale qui pourrait, elle, avoir des déficits quand il y a une nécessité, par exemple, face à une crise, en organisant une relance. C'est pour ça qu'on a besoin de ce budget. On a aussi besoin d'un secrétaire d'État de la zone qui soit responsable de la politique économique. Quand vous avez des décisions de politique économique à prendre aux États-Unis, on n'appelle pas les 50 gouverneurs américains, on n'appelle pas les 50 secrétaires au Trésor des 50 États, il y en a un qui prend les décisions. Donc, tant qu'on n'aura pas ces avancées, entre guillemets, fédérales, il n'y aura pas d'émergence d'un début de souverain politique qui donnera l'assise stratégique nécessaire à l'euro. Donc il faut revenir au point de départ, c'est-à-dire il faut créer l'union politique, en tout cas avancer vers l'union politique, vers une union politique, etc. Mais est-ce encore possible? Moi, c'est ça la question que je voudrais vous poser, Jean. Est-ce que les gens sont prêts quand même à avancer aujourd'hui? Il ne semble pas. Il semble qu'il y ait une réticence extrêmement forte. Et au fond, la question qui est derrière, ce qui émerge, c'est mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Est-ce que c'est possible de se mettre d'accord à tant de pays, je ne dis pas 28 parce qu'on pourrait réduire le nombre, mais est-ce qu'on peut vraiment s'entendre assez profondément pour se mettre souverain commun? Oui, moi je n'irais pas jusqu'à dire il nous faut un souverain, il nous faut un modèle fédéral à la manière des États-Unis, parce que je pense qu'il est très loin. Aux États-Unis, les dépenses fédérales, c'est à peu près 20% du PIB. Hein. En Europe, c'est 1. Voilà. Or, aux États-Unis, le budget fédéral, il s'est constitué par création directement au niveau fédéral d'un certain nombre de fonctions de dépenses. Il ne s'est pas créé par transfert. Aujourd'hui, on a 50 fois plus de dépenses publiques au niveau national
qu'au niveau européen. Hein. Donc et on a des niveaux de dépenses publiques qui sont très élevés. Donc chaque création de dépenses publiques au niveau européen, ça supposerait de déshabiller les États nationaux pour transférer. Vous imaginez la réticence que ça peut créer. Donc je ne pense pas qu'il faut qu'on se dise notre modèle, c'est forcément les États-Unis ou c'est forcément les grandes fédérations, a fortiori les États nationaux. Je pense qu'il faut accepter le fait que l'Union européenne, la zone euro, c'est quelque chose qui est sui generis, qu'on essaie de créer quelque chose qui n'existe pas. Hein, il faut l'assumer. On n'est pas en train de dire on va reproduire des modèles qui ont existé dans l'histoire. On essaie de créer quelque chose qui n'existe pas pour des raisons historiques, qui est que les pays européens ont fait le constat à la fois du fait qu'ils voulaient surmonter leur division, ils ont fait le constat, ils peuvent le faire aujourd'hui chaque jour un peu plus, de leur faiblesse individuelle. Ils peuvent faire le constat du fait qu'ils vivent dans une zone qui est dangereuse, qui est de plus en plus dangereuse. Donc ils essayent de créer quelque chose de spécifique. Et la question qui se pose à nous, c'est quelles sont les conditions pour que ça fonctionne, et je dirais les conditions minimales pour que ça fonctionne. Pas dire ça ne peut marcher que si on fait le saut fédéral, parce qu'on ne le fera pas, ce saut fédéral. Peut-être qu'on le fera dans le long terme, mais aujourd'hui on ne le fera pas. Hein, et aujourd'hui, il y a effectivement une grande réticence, une trop grande réticence à accepter des compromis qui sont des compromis même raisonnables, même pas nécessairement très ambitieux entre les pays européens. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a constaté, et ça c'était quelque chose qui me semble juste, profondément, on a constaté qu'on avait fait une union monétaire et qu'on avait laissé les banques sous la responsabilité individuelle des différents pays. Donc chaque pays, la crise bancaire, ça a été énorme dans certains pays. En France, on n'a pas eu une grosse crise bancaire. L'État français n'a rien perdu dans les banques. L'État irlandais a perdu 40% du PIB dans la crise bancaire. L'Allemagne a perdu 8% du PIB dans la crise bancaire. Donc la crise bancaire, ça a été très sérieux. En Espagne, en Irlande, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, etc. Et donc, les États étaient individuellement responsables de leurs banques. Et les banques, en même temps, détenaient des titres de leur État. Et donc, il y a une boucle perverse qui s'est créée entre les banques et les États. Et ça, c'était quelque chose qui venait du fait qu'on n'avait pas accompagné la monnaie d'une union sur la gestion des banques et d'une manière générale sur le plan financier. Et ça s'est fait ensuite. Hein. On peut même dire que l'Irlande a été sauvée grâce à l'euro. Parce que s'il n'y avait pas eu l'euro, tous les mécanismes européens, l'Irlande serait retournée aux pommes de terre, non? L'Irlande a été... Non, je ne pense pas qu'on peut dire ça. L'Irlande est un pays qui a subi un choc extraordinairement violent, qui avait 25% de dette publique avant la crise, qui s'est retrouvé avec plus de 100% de dette publique après. Donc l'Irlande a pris essentiellement sur ses propres ressources. Elle a eu une aide, elle a totalement remboursé, enfin elle est en train, les sorties du programme. C'est grâce à l'euro. Elle a eu une assistance, mais elle n'a pas eu on n'a rien transféré à l'Irlande. On n'a pas fait de cadeau. On lui a prêté. La crédibilité de l'Irlande dépend quand même de sa participation à l'euro. Oui. Donc, voilà, alors, donc sur l'union bancaire, on est allé presque jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on est en train d'hésiter. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au partage du risque complet là-dessus. Hein, et l'Allemagne hésite. L'Allemagne dit, oui, mais je n'ai pas très envie de faire du partage du risque si je ne suis pas assuré du fait qu'on ne va pas se servir de ça pour me faire transférer. Alors tout ça, c'est des mesures techniques. Donc, non, mais c'est pas des mesures techniques. Il y a derrière ça, il y a une question de partage du risque et une question de solidarité. Et je pense que le cœur de l'affaire, c'est où est-ce qu'on accepte de partager le risque, où est-ce qu'on accepte de faire de la solidarité, et quelle est la contrepartie en termes de responsabilité. Hein, un truc plus fun. J'ai un truc plus fun, qui n'est pas très fun, mais qui est plus concret peut-être, qui est l'assurance chômage, par exemple. Il y a un débat pour dire, est-ce qu'il faut qu'on mutualise de l'assurance chômage? Quand un pays va mal, la première manifestation du fait qu'il va mal, c'est que le chômage augmente, le coût du chômage augmente. Et donc si on disait l'assurance chômage est financée en commun, ce serait un effet de stabilisation considérable, parce que ça permettrait de dire, dès que vous allez mal, vous commencez à recevoir plus, dès que vous allez bien, vous commencez à payer plus. Un Erasmus plus large
Oui, mais là Par exemple, pour les apprentis. oui, mais ça, c'est de l'intégration. Tandis que là, le chômage, il y aurait en plus un élément de stabilisation. Bon. Mais on voit bien que ça, c'est du partage du risque. Mais en même temps, ce que nous disent un certain nombre de pays, c'est oui, mais si vous gérez mal votre marché du travail, si vous vous débrouillez pour avoir un chômage qui est en permanence plus élevé, il n'y a aucune raison pour qu'on paye pour vous. Parce que ça, c'est vos propres responsabilités, vos propres erreurs. Donc c'est construire des éléments qui sont des bons compromis entre partage du risque et responsabilité. En réalité, quand Jean Pisani évoque ces mécanismes de partage de risque, il évoque des instruments de nature fédérale qui rentrent par la porte de derrière. Et donc, en fait, il nous dit on ne peut pas afficher devant les peuples européens la nécessité de constituer des éléments d'unification politique parce qu'il y a une crise anti-européenne, et donc il faut le faire de façon technique par derrière. Et en fait, moi, ma thèse, c'est que nous sommes dans un entre-deux. Hein. On a créé cet euro qui est un succès technique, mais qui est empêché de devenir un succès stratégique par l'insuffisance d'unification politique. Et je pense que cet entre-deux ne durera pas. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres crises qui soit nous obligeront à aller vers une sortie politique, soit iront vers la dissolution de l'Union. Il nous reste 10 minutes, passons 5 minutes sur cette déconstruction de l'euro. Est-ce que, vous êtes professeur d'économie, Jean a dit que c'était possible, beaucoup de gens disent que c'est impossible, comment ça pourrait se faire? Est-ce que ça peut se faire et comment ça peut se faire? Tu as 2 minutes et demie. Oui. Alors, en 2 minutes, d'abord, effectivement, il ne faut pas s'imaginer que c'est sans coût. Ça aurait un coût terrible. Et donc, je ne suis certaine, par exemple, pour être très clair, je suis absolument contre la sortie de la France de la zone euro, parce que ça aurait un coût politique, économique absolument terrible, qu'il faut expliciter en quelques secondes. Oui. Si vous sortez de la zone euro avec l'intention de ne pas rembourser, le Figaro m'avait commandé il y a 1 an une étude du programme du Front National, qui est un programme de 104 pages. Je m'étais tapé ce programme, et quand vous lisez ce programme du Front National, en réalité, quand le Front National propose de sortir de la zone euro, il propose simultanément de faire racheter la dette française par la Banque de France, donc en réalité de faire une sortie par l'inflation, et même de ne pas rembourser une partie de cette dette. Donc si vous sortez avec l'idée que vous n'allez pas rembourser, c'est une chose. Mais il se trouve que depuis 2 siècles, la France est un des pays souverains qui a le meilleur record de remboursement de sa dette, y compris meilleur que celui de l'Allemagne. La France, depuis 2 siècles, a toujours payé ses dettes. Donc si nous avons un pays, si nous sommes un pays qui prétend être une grande puissance stratégique, intellectuelle, morale, nous ne pouvons pas sortir de la zone euro avec l'idée qu'on ne va pas payer sa dette. Et donc, si vous sortez, on voit bien que c'est catastrophique. Pourquoi? Nous avons une dette qui fait 100 points de PIB. Si on sort, et pour simplifier, que la nouvelle monnaie qu'on réintroduit, qui serait un nouveau franc, se dévalue par exemple, pour simplifier, de 50%, eh bien, le ratio de dette passe de 100% à 200%, puisqu'on garde notre dette en euros. Évidemment, ceux qui nous ont prêté vont dire, vous nous remboursez dans la monnaie dans laquelle on vous a prêté. Donc, sortir avec simultanément l'idée qu'on va rembourser, c'est juste inconcevable, et c'est pour cela d'ailleurs que les Grecs ont accepté de payer un prix économique et social insupportable pour ne pas sortir. Alors donc si on ne peut pas sortir, je pense que si les pays faibles ne peuvent pas sortir, il y a 2 possibilités. Je ne vais pas les développer, on n'a pas le temps, mais les 2 possibilités sont les suivantes. Soit ce sont les pays forts qui sortent. Et de fait, on sait que l'Allemagne s'est préparée techniquement à la possibilité un jour, elle, de sortir. Parce que si elle sort, la nouvelle monnaie que l'Allemagne réintroduira, elle se réévaluera par rapport à l'euro, et donc elle n'aura pas le problème que j'évoquais précédemment. Et donc on sait que l'Allemagne a déjà stocké suffisamment de papier pour parce que le papier monétaire est très particulier, et donc vous ne pouvez pas l'acheter comme ça du jour au lendemain, et donc pour réimprimer des euromarques, il serait techniquement capable de le faire. C'est à la demande de l'Allemagne qu'on a gardé une face nationale sur les pièces. C'est à la demande de l'Allemagne que sur tous les billets, vous avez des lettres clés qui identifient chaque pays, que vous pouvez aller retrouver sur la page euro sur Wikipédia. Donc on a déjà tous les instruments de la séparation, mais ça aurait un coût politique colossal. Néanmoins, donc,
deux possibilités de sortie. Si la France n'arrive pas à résoudre ces contradictions, si demain la crise revenait en Italie de façon considérable ou en Espagne, donc c'est une possibilité. Aujourd'hui, ça semble s'éloigner grâce à la politique menée par la BCE, mais c'est une possibilité. À ce moment-là, on pourrait imaginer une sortie par le haut, une sortie des pays qui vont bien. Deuxième scénario, qui est ma préférence, Jean dit à juste titre, on ne va pas passer à la fédération du jour au lendemain, mais à un moment donné, les peuples ont bien compris qu'on était dans une situation de contradiction politique. On ne peut pas continuer indéfiniment avec un succès technique qui ne se transforme pas en succès stratégique. Et donc on pourrait imaginer qu'à ce moment-là, il y ait un accord qui passe d'abord par un accord politique franco-allemand, disant ben ok, on va boire la coupe jusqu'à la lie, on va au moins se donner les institutions politiques qui vont permettre à ce machin, qui est un succès technique, de se transformer en un succès politique. Et donc on va accepter de faire, eh bien oui, un début de gouvernement économique avec un mini-budget de la zone, on va créer des universités européennes avec des capacités de recherche européennes pour peser dans le grand choc stratégique entre les États-Unis et la Chine. Et donc si je termine sur ce point, alors ça veut dire que les pays qui seraient prêts à se doter de ces instruments sortiraient à ce moment-là et les pays qui ne veulent pas resteraient dans la zone euro. Donc je pense que la solution à cet entre-deux qui, à mon avis, n'est pas supportable. Jean a rappelé qu'on a, comme je l'avais dit aussi, on a un niveau de vie qui est inférieur à celui de 2007, donc on ne peut pas continuer comme ça. Et donc à un moment donné, je pense qu'il y aura une sortie, soit des pays qui vont bien s'il y a une aggravation de la crise dans les pays du Sud, soit une sortie fédérale par les pays qui accepteront de se doter des instruments d'une unification le schéma minimale. Est ça, soit l'Allemagne part, soit il y a un sursaut, disons, franco-allemand. Voilà, résumé. Jean, est-ce que c'est... Je demande sur la... Soit la gauche parle, soit la droite parle. Voilà, c'est ça. Sur la sortie, je suis d'accord avec ce qu'a dit Christian Saint-Etienne, c'est-à-dire c'est un coût exorbitant. Et il ne faut pas simplement penser au coût pour les États, il faut aussi penser au coût pour les entreprises. Lorsque aujourd'hui vous avez un bilan, vous avez à l'actif des euros et au passif des euros, la sortie, ça veut dire que vous dites une partie de ce bilan est transformée en autre chose. Donc il y a des gens qui perdent, il y a des gens qui gagnent. Les gens qui perdent, du coup, ne peuvent plus rembourser leurs dettes. Et les gens qui gagnent, du coup, ne gagnent pas parce qu'ils sont créanciers des autres qui ne peuvent pas rembourser leurs dettes. Et ça, c'est vrai entre les États et c'est vrai entre les entreprises. Donc, c'est un coût qui est considérable. Ça ne veut pas dire que, quand je dis c'est possible, je veux dire, on ne peut pas considérer que c'est hors du champ des possibles. Et je pense que c'est excessivement coûteux. Deuxième chose, c'est une vraie bifurcation, parce que ça donne raison, ça se fait, ça donne raison et ça donne le pouvoir à des gens qui pensent que l'avenir, c'est de fermer les frontières et de s'enfermer derrière nos frontières. Hein. Donc il faut voir là, c'est une catastrophe aussi politique, collective. Hein. Donc je pense qu'il faut à la fois être conscient que c'est possible, que la stabilité, c'est pas parce que vous avez toujours connu l'euro que la stabilité de l'euro est garantie, ça peut arriver. Je pense que ce serait une catastrophe collective. Bon, c'est-à-dire, j'insiste parce que je donne mon avis là, mais on revient à l'avant-euro, c'est-à-dire c'est la guerre, non pas la guerre, mais la guerre économique entre nous, à coup de change et à coup de dévaluation. Voilà, c'est plus que la guerre économique, c'est inévitablement une situation d'extrême acrimonie. C'est la recréation du problème des réparations en Europe qui avait empoisonné, après la Première Guerre mondiale, toutes les relations entre les pays européens. C'est une situation dans laquelle on ne sera plus capable de se parler, parce qu'on s'en voudra énormément. Hein. Dans chaque pays, on aura un discours politique en disant notre appauvrissement, c'est la faute des autres. Et donc, à partir de là, c'est plus la peine d'essayer de vraiment faire des choses ensemble. Et vu de Chine, je réinterviens, c'est la débandade des nains. Et vu de Russie, d'abord. Hein. Il faut se rappeler que on a un voisin proche qui ne souhaite que ça. Sur les réponses, bon, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail. On a dit il y a question de responsabilité, d'équilibre entre responsabilité et solidarité. Il y a des questions de cohérence qui se posent pour nous, Français. Je pense que pour nous, Français, il faut faire le travail de savoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on est prêt à donner. Je pense qu'on n'est pas assez...
exigeants collectivement là-dessus. On répète des slogans, on répète trop souvent des slogans. Pour avoir une discussion de fond, il faut savoir ce que nous voulons, ce que nous sommes prêts à donner. Et troisièmement, sur la question du gouvernement, de la capacité de décision, je pense que la tradition française là-dessus, c'est de dire nous avons besoin d'une capacité de décision collective. Ce que nous répondent les Allemands, c'est nous avons besoin d'un respect des règles. Et je pense qu'on a besoin des deux. C'est-à-dire qu'il y a des règles de vie en commun qui doivent être respectées. C'est une communauté de droit, et dans une communauté de droit, les règles de vie en commun doivent être respectées. Alors si les règles ne sont pas bonnes, il faut les changer, c'est ce que tu as à faire, mais il faut accepter cette discipline. Et en même temps, il ne faut pas croire qu'on gouverne une zone euro par les règles, on la gouverne aussi par la décision, par la capacité de réponse à des situations imprévues. C'est ce que fait la Banque Centrale Européenne aujourd'hui. Elle nous donne une grande leçon. Elle a été créée comme une institution. Elle est capable de répondre à une situation imprévue, avec tous les risques que ça suppose. Je pense que c'est ça dont on a besoin aussi dans d'autres domaines. Mais la contrepartie de ça, c'est aussi qu'on donne des assurances à nos partenaires qu'on est sérieux. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un équilibre aussi à construire. Merci Christian. Merci Jean Pisani-Ferry. Deuxième vote pour voir si vous avez changé d'avis. Donc, même question. Déconstruire l'euro. Je voudrais remettre le carton si on peut, pour que les gens ne se trompent pas. Qui a changé son vote? Oui, attends, on va faire. Dis donc, il y a plus de noirs que de... Bon, heureusement qu'il y a le fond de la salle, là, qui me semble plus... Alors, attendez. Voilà, ok, merci. J'ai l'impression qu'il y a un peu de changement. Donc, ceux qui ont changé leur vote, lèvent un carton qu'apporte la couleur. Ceux qui ont changé leur vote... Attendez. Ceux qui ont changé leur vote dans le sens blanc, dans le sens blanc, montrez le blanc, et dans le sens noir, montrez le noir. Ceux qui ont changé leur vote dans le sens blanc, montrez le blanc. Et ceux qui ont changé leur vote dans le sens noir, montrez le noir. C'est moins qu'on croyait. Mais bon, bravo, t'as gagné.